Bonjour à toutes et à tous. Cela a été évoqué à l'instant, le changement climatique et d'une manière générale la résilience face à ces impacts est devenu quelque chose de crucial, un enjeu pour tous les opérateurs. On le voit bien, une fréquence accrue, une densité accrue de phénomènes qui jusqu'à présent pouvaient passer pour anormaux et qui maintenant, statistiquement, se révèlent de plus en plus habituels. Cela a un impact direct pour les opérateurs d'importance majeure ou d'importance vitale que vous représentez chacun et chacune d'entre vous ici. C'est aussi une manière d'appréhender différemment nos métiers. D'abord, identifier et anticiper les risques, modérer leur impact autant que possible, gérer la crise dans une logique de continuité de service, et puis de plus en plus de construire mieux après, de retour d'expérience, parce qu'on sait que finalement ces phénomènes surviennent et surviendront de nouveau. Alors je vous laisserai vous présenter, bien évidemment, mais avant tout une question première qui se pose, c'est dans ce cadre de réalité d'impact de changement climatique de plus en plus grave, de quelle manière est-ce que ces aléas sont pris en compte, lesquels sont priorisés? Est-ce que c'est devenu quelque chose de j'allais dire, procédural dans l'activité que vous pratiquez? Madame. Alors, je me présente, je réponds directement. Alors, bonjour à tous, je suis Myriam Prada, directrice d'investissement chez Vinci Concessions. Donc, quelques éléments sur Vinci Concessions. On est la filiale du groupe Vinci qui investit dans des infrastructures. On en a plus d'une centaine des infrastructures de mobilité dans le monde, dans plus de 20 pays, plus de 70 aéroports et plus de 3000 km d'autoroutes. Et le train Tour Bordeaux, l'ISEA. Et pour ma part, je travaille ces dernières années, j'étais sur le financement de ces infrastructures, par exemple le financement auprès de prêteurs pour le revêtement d'une piste ou pour l'acquisition de ces infrastructures. Et dans ce cadre, j'ai travaillé sur des groupes de travail internes sur la finance durable. Et qui dit finance durable dit financement de l'adaptation et financement de l'atténuation. Et puis dernièrement, je travaille sur des projets de développement dans les activités qui permettent de décarboner la mobilité. Voilà. Je rebondis. Je vous en prie. Monsieur. Bonjour à tous. Donc Christophe Hugues, je suis directeur général adjoint de Vinci Autoroutes. Je suis en charge de la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire je suis le donneur d'ordre pour toutes les opérations de maintenance ou d'investissement, d'aménagement qui sont réalisées sur le réseau autoroutier. Et je suis également en charge de la transformation environnementale de l'autoroute, que ce soit sur les volets atténuation ou adaptation. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord de votre invitation, parce que moi, je ne suis pas de Vinci. Je suis Alain Quinet de SNCF Réseau. Donc, je suis directeur général exécutif chargé de la stratégie. Je suis d'ailleurs un des concédants de Vinci sur la liaison ferroviaire Tours-Bordeaux. Et puis, j'ai d'ailleurs aussi une casquette d'économiste. J'ai beaucoup travaillé sur la valorisation du carbone, donc sur l'atténuation. Et maintenant, je m'intéresse à la fois en tant qu'industriel et puis en tant qu'économiste à l'adaptation. Très bien. Madame, quelle prise en compte et quel aléa particulier et peut-être des exemples dans vos métiers? Oui, absolument. Donc, l'adaptation est prise en compte dans nos politiques internes, dans nos métiers. On ne va pas se mentir, l'adaptation est un sujet qui a été moins prépondérant historiquement que n'a pu l'être l'atténuation, mais il y a une vraie montée en puissance de ces sujets. Et puis pour nous, en tant qu'opérateurs d'investisseurs d'infrastructures critiques, de toute façon, en fait, les aléas ont toujours été pris en compte. Donc les événements extrêmes ont toujours été pris en compte. Le cadre historique, contractuellement, il est traité dans nos contrats de concession avec des cas de force majeure. Techniquement, c'était pris en compte dans le dimensionnement de l'infrastructure et dans les spécifications techniques pour faire face à des événements extrêmes, mais jusqu'à un certain point. Et c'est bien la raison de notre présence ici, c'est jusqu'à quel point, face à une accentuation, accélération de ces processus. Et sur le financement, historiquement, c'est plutôt géré, comme je disais, comme force majeure, donc ouvert par les assurances. Mais donc ce cadre historique est en train de changer, nos politiques sont en train de s'adapter à ça, je pense qu'on y reviendra au cours de la discussion. Et donc pour nous, les aléas auxquels nous faisons face, il n'y en a pas d'aléas particuliers que nous priorisons pour la simple raison que nous opérons dans de nombreuses géographies à travers le monde, et donc les aléas sont différents. On a aussi différentes infrastructures, donc c'est du cas par cas.
Mais bien sûr, on a des aléas récurrents que je peux mentionner, ce sont les ouragans, les tempêtes qui entraînent des submersions sur les infrastructures. On a bien sûr des inondations avec les crues ou des pluies torrentielles. Et enfin, on fait face aussi également aux vagues de chaleur et sécheresse, etc. Donc je peux donner, si je peux circuler les diapositives. Je sais pas si... Les slides. Ah, okay. Donc là, oui, j'ai un exemple à vous montrer. Donc nous avons investi dans des aéroports au Mexique. Nous avons un réseau de 13 aéroports là-bas. Et l'aéroport d'Acapulco a été victime de l'ouragan Otis en 2023. Donc les photos en haut, vous voyez les dégâts que ça a pu causer dans les terminaux, des bris de verre, il y a eu aussi des dégâts sur les pistes. Et dans les photos du bas, vous voulez voir le manuel check-in qu'on a mis en place parce que nos infrastructures servent de pont aérien, on a des besoins de ravitaillement, il faut maintenir la continuité du business et donc on a mis en place des check-in manuels, voilà, pour donner des exemples. Un autre exemple, ça c'est des inondations dans Via Prebina, qui est une route express que nous avons en Slovaquie. Vous voyez des bassins de débordement. En fait, il y a eu vraiment une augmentation aux statistiques claires des inondations en Slovaquie. Donc c'est vraiment récurrent. Et on a eu des débordements des bassins de rétention avec beaucoup de boue ou des tranchées. Je pense que c'est problématique commune avec Vinci Autoroute. On verra. Et enfin, un dernier exemple, c'est notre aéroport du Kansai au Japon. Et là, je reviens sur ce que je disais. En tant qu'opérateur d'infrastructure historique, on a toujours géré les aléas. L'aéroport du Kansai a été construit ab initio en prenant en compte les typhons. Le Japon est très exposé aux typhons. Donc il y avait déjà des digues, déjà des tétrapodes, etc. Mais ces systèmes ont été débordés avec le typhon Jebi en 2018, complètement débordés, parce qu'on a fait face à des vagues de 5 mètres de hauteur, jamais expérimentées avant. Et donc vous voyez ici l'aéroport complètement submergé. C'est très intéressant. Est-ce que vous constatez un retour à la normale au regard de votre expérience répétée, plus rapide, ou une amélioration dans le retour à la normale et la continuité d'activité? Oui, on pourra parler de la continuité, mais bien sûr, on réagit de mieux en mieux, on s'équipe de mieux en mieux. Je pourrais en reparler, mais on a des plans de gestion de retour à la normale où les gens, certaines personnes de nos équipes savent dans l'heure ce qu'elles doivent faire suite à un événement. Dans les 3 heures, on a vraiment des plans d'action et des logiciels qui nous aident. Logiciel Continuity 2, qui est un logiciel sur le marché qui permet ce retour à l'opération rapide. Très bien. Monsieur, dans le cadre de vos activités également, qui sont différentes, est-ce que vous avez constaté statistiquement un accroissement à la fois des risques et de la fréquence dans vos activités, et puis une meilleure prise en compte des vulnérabilités qui y sont associées? Oui, alors déjà, ce que je peux dire, c'est que pour nous, le dérèglement climatique, c'est quelque chose qu'on vit dans notre quotidien. On a de plus en plus d'événements extrêmement intenses qui viennent frapper le réseau autoroutier. Donc Vinci Autoroute est gestionnaire de 4443 km d'autoroute en France. C'est la moitié du réseau autoroutier concédé. Et à ce titre, on est confronté avec ces événements à la difficulté du maintien du service, sachant que notre infrastructure, elle a été conçue initialement pour résister à des événements météorologiques types qui sont basés sur des spécifications techniques et ce qu'on appelle des récurrences, c'est-à-dire des périodes de retour. Donc par exemple, les réseaux hydrauliques sont faits sur la période de retour 10 ans, les bassins de stockage, la période de retour 100 ans. Eh bien, la récurrence des événements qui avaient servi à dimensionner ces infrastructures, les caractéristiques techniques de ces événements ne correspondent plus à ce qu'on vit aujourd'hui. Ces événements sont beaucoup plus intenses. Et donc ça fait qu'on a des situations, moi aussi j'ai amené des photos, on peut peut-être mettre mes slides 1 et 2, voilà. Donc on vit des événements avec des épisodes météo qui sont difficiles à gérer. Donc là on a quelques exemples de tempêtes ou de forte chaleur et qu'est-ce que ça peut faire? En haut à gauche vous avez une chaussée qui est une chaussée béton qui a été recouverte avec un tapis bitumineux par le dessus, mais en fait le béton, sous l'effet de la chaleur, s'est dilaté et vous voyez qu'il est sorti de la chaussée.
En dessous, en bas à gauche, vous avez ce qu'on appelle un joint pour un ouvrage d'art. Les ouvrages d'art, ils sont faits pour fonctionner dans des plages de température et les équipements qui les composent aussi. Si vous sortez pendant une certaine durée de ces plages de température, vous pouvez avoir des dysfonctionnements, et notamment ces joints qui servent à absorber la dilatation du béton et de l'acier des ouvrages pendant les périodes de forte chaleur peuvent se mettre en butée et se soulever avec les risques que vous pouvez imaginer pour la circulation. Je pense notamment aux motos. Vous avez aussi des exemples sur des dispositifs de retenue. Là aussi, la chaleur fait que les dispositifs se sont détachés de leurs pieds ou se sont mis à gondoler. Et puis des exemples avec de très forts vents qui sont venus frapper des arbres lors d'un épisode de tempête. Alors, ça, ce sont des événements qui sont récurrents, mais on a des événements très marqués aussi sur le sujet crue-inondation. Si on peut passer à la slide suivante. Ah, d'accord, je ne changerai plus de slide. Je vais revenir en arrière du coup. Voilà. Ici, on a, sur les 3 slides du haut, un événement qui nous a frappé en 2016. On est au nord d'Orléans, sur l'autoroute A10. On a pendant 3 jours une série de pluies qui vont saturer les sols et faire qu'une rivière souterraine déborde et inonde totalement la vallée. Et on a eu pendant 2 semaines plusieurs kilomètres d'autoroute inondée. On a eu 1,50 m d'eau sur l'autoroute. On a pu faire de la barque sur l'autoroute. Quand l'eau s'est retirée, on avait des poissons morts. Donc c'était un événement majeur. Et on avait des véhicules coincés, des personnes coincées qui ont été évacuées par l'armée. Les véhicules, pour les évacuer, on a donc constitué un petit canal. C'est ce qu'on voit sur les 2 photos de droite, fait à partir de big bags et de membranes d'étanchéité. Et derrière, pomper l'eau pour réussir à sortir tout ce qu'il y avait. Et là, on est en 2019, on est sur 2021, pardon, en dessous, c'est sur l'A9, un épisode avec une crue éclair qui a aussi amené beaucoup d'eau sur le réseau et qui a emporté des véhicules. Ça, c'est un événement qui a une récurrence théorique par rapport aux petites courbes dont on se sert pour faire les infrastructures, supérieure à 1000 ans. Celui qui est au-dessus, supérieur à 100 ans. Et donc des événements de récurrence comme ça, supérieurs à 100 ans, 500 ans, 1000 ans, on en a. Alors c'est pas qu'on n'a pas de chance, c'est juste que les statistiques qui ont servi à l'époque ne sont plus celles qui correspondent à ce qui se passe aujourd'hui. Merci, c'est très clair. Et est-ce que de votre côté également, vous percevez, au regard de ces plans d'action, etc., un retour plus rapide à la normale par rapport à vos équipes ? Nous, ça nous a amené, en fait, je dirai un mot tout à l'heure sur la partie investissement, mais la première chose qu'on a fait évoluer, c'est notre exploitation. C'est-à-dire qu'on a une exploitation qui est totalement mobilisée sur ces sujets avant, pendant et après les événements. Avant pour les préparer, pour informer, pour nettoyer les points sensibles qu'on connaît par les retours d'expérience, par exemple les réseaux d'eau, vous allez vérifier qu'il n'y a pas d'embâcle. Pendant pour assurer la sécurité des usagers, réaliser le cas échéant les mesures d'exploitation, les coupures nécessaires, et après nettoyer, remettre en service rapidement, réparer dans certains cas. Monsieur Quinet, la SNCF, par la diversité de ses métiers, exploitation, maintenance, investissement sur lesquels nous viendrons tout à l'heure, vous êtes à la fois confronté à ces impacts, cet enjeu à la fois sur les infrastructures elles-mêmes, mais également sur le matériel qui est quand même essentiel dans vos métiers. Et est-ce que vous pouvez nous préciser votre positionnement par rapport à ces mêmes enjeux et menaces et aléas, et éventuellement nous préciser comment vous appréhendez le cycle de régénération qui est une marque de fabrique de la SNCF en la matière. Merci beaucoup. Si on prend un tout petit peu de recul, ce qui est frappant, c'est la vitesse avec laquelle le thème de l'adaptation s'est imposé dans le débat public. Hein. Oui. Il y a 3 ans, quand on en parlait, c'était presque mal vu. Hein. On vous soupçonnait de ne pas mettre le paquet sur l'atténuation et d'être un peu défaitiste. Et puis aujourd'hui, tout le monde nous dit « mais qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous êtes bien préparé ? Est-ce que vous n'êtes pas en retard ?» etc. Hein. Donc, alors, je pense qu'effectivement, il y a un point de départ qui est important, je pense, qui est commun avec les 2 autres participants, c'est que les infrastructures, c'est quand même des activités de plein air. Hein, et donc, on est historiquement habitué à gérer des variations saisonnières qui sont quand même assez fortes hein, en Europe, et puis à gérer des intempéries. Hein. Comme pour les aéroports ou pour les routes, en fait, les chemins de fer, ils fonctionnent partout.
Il y a des chemins de fer en Finlande, il y en a en Espagne et au Portugal, il y en a aux Pays-Bas qui sont en dessous du niveau de la mer, il y a des LGV qui fonctionnent parfaitement au Maroc, en Arabie Saoudite, au Japon. Donc en fait, le problème qu'on a à gérer, c'est pas tellement le fait, par exemple, que la température moyenne soit plus élevée. Ça, c'est une question de réglage des infrastructures. Donc le sujet n'est pas vraiment là. On a deux difficultés de principe, ou deux enjeux. Le premier, qui est très basique, c'est le traitement de la végétation. Parce qu'il y a beaucoup de végétation aux abords des voies, ce qui est à la fois une source d'instabilité possible des plateformes, une source d'incendie. Et donc, quand le climat se réchauffe, ce qui est le cas aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la végétation est beaucoup plus dynamique. Elle pousse 15 jours plus tôt qu'auparavant, les feuilles tombent 15 jours plus tard, les pousses sont plus hautes. Donc nous, on a une première chose qui est très basique, qui ne nécessite pas forcément de très haute technologie, mais c'est vraiment de traiter une végétation qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus abondante. Et ça, c'est quand même sur moyen terme des coûts d'entretien préventif qui augmentent continuellement. Et puis, le deuxième sujet, c'est effectivement celui des aléas. Donc les aléas extrêmes. Donc je ne rajoute pas des photos de voies ferrées inondées. Vous verriez à peu près la même chose que ce que vous avez vu sur les routes ou les aéroports. Mais donc effectivement, ce que ça oblige à faire, c'est effectivement à mobiliser toute la palette des leviers qu'on a à notre disposition. Et moi, je suis très sensible à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que souvent, on nous pose la question des investissements, je vais y venir dans une minute, mais le point important, c'est de se dire qu'on a déjà beaucoup de leviers à notre disposition, qu'on mobilise pleinement en termes d'exploitation et de maintenance. Alors, en termes d'exploitation, par exemple, c'est vrai que on a, nous, un partenariat de plus en plus fin et précis avec Météo France, ce qui fait que quand on a des alertes météo, d'abord on comprend un peu plus précisément où et quand ça va se passer. On peut effectivement savoir quel type d'ouvrage il va falloir aller surveiller de manière précise, avant, juste après, etc. Et comme vous l'avez sans doute vu déjà en tant que voyageur, on assume maintenant ce qu'on appelle notre jargon des stop circulation, c'est-à-dire on préfère ne pas faire partir les trains que faire partir un train avec le risque qu'il soit stoppé en race campagne par une chute d'arbre sur la voie ou que sais-je. Et d'ailleurs, je vois que cette pratique qu'on a commencé à adopter avec prudence, elle est très bien reçue et que maintenant, globalement, les autorités organisatrices, d'ailleurs régionales, souvent, ont tout à fait compris le sens de l'exercice. Ensuite, il y a une deuxième levier qu'on peut faire, effectivement, c'est tout ce qui relève de la surveillance et de l'entretien préventif. Alors j'ai parlé de la végétation, mais c'est vrai que notamment grâce à la digitalisation, aux capteurs, on peut avoir une connaissance plus fine et vraiment renforcer la maintenance en amont des événements, en amont des canicules, en amont des tempêtes. Et puis troisièmement, effectivement, il y a le levier d'investissement. Et ça, c'est un levier qu'il faut actionner avec, pour le coup, un sens économique assez aigu, parce que une voie, pour faire simple, là, ça se renouvelle tous les 20 ou 30 ans. Et donc, ça veut dire qu'à chaque cycle de rénovation, eh bien, il faut être très opportuniste, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire profiter de la rénovation pour introduire des composants qui soient plus résilients et donc qui permettent de se préparer de manière efficace aux 20 ou 30 années qui viennent. Merci beaucoup. Sur les investissements, Madame, de votre côté, est-ce qu'il y a cette prise en compte différente ou une approche spécifique de ces nouvelles menaces en matière d'investissement et de préparation financière ? Oui, donc clairement, l'adaptation rentre en prise de compte lorsqu'on investit. Notre métier, c'est continuellement de regarder de nouvelles opportunités d'investissement et de gérer nos actifs existants, nos infrastructures existantes. Donc pour les nouvelles opportunités qu'on a, on a un cas assez
clair où les enjeux d'adaptation étaient importants. Et on a eu un appel d'offres pour un aéroport sur une île paradisiaque que je ne mentionnerai pas spécifiquement, mais qui bien sûr a soulevé des questions sur le risque de submersion. Pour cet aéroport, il est prévu qu'en 2050, il y a une élévation du niveau de la mer de 40 cm. Donc on ne pouvait pas ignorer ce point, et ça a été pris en compte dans notre plan d'investissement, notre business plan, et dans l'offre qu'on a soumise. Donc concrètement, on a mis des bouées houlographes, donc des bouées qui mesurent la hauteur des vagues, donc il y a des outils de surveillance continuelle de l'infrastructure. On a mis aussi des évaluations récurrentes pour monitorer tout au long de la concession le climat, l'évolution de l'environnement et du climat. Et on a évidemment aussi mis des investissements, des CAPEX, des travaux qui se comptent en dizaines de millions, ce qui est conséquent pour un aéroport de cette taille, en dizaines de millions pour faire des digues, pour empêcher l'augmentation du niveau de la mer de détériorer l'infrastructure. Donc ça, c'est pour les nouveaux appels d'offres. Donc de plus en plus, ces sujets émergent et sont pris en compte. Sur nos infrastructures existantes, bien sûr que c'est aussi important. Donc je vous montrerai plutôt l'exemple de la R1, donc via Pribina en Slovaquie. Quand on a cet épisode récurrent d'inondation, ce que nous proposent les assureurs, c'est de reconstruire à l'identique. Ils vont nous payer pour reconstruire à l'identique. Or, bien sûr, on ne peut pas ignorer le fait qu'il faut adapter l'infrastructure. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est l'améliorer. Et c'est là que, pour nous, il y a une considération de le faire en concertation avec les autorités publiques. Il faut que notre concédant prenne en compte ses besoins d'investissement additionnels. Donc ça fait écho un petit peu à ce qui avait été dit précédemment dans la note d'ouverture. Et donc voilà, on construit, on améliore. Donc dans le cas de Pribina, c'est faire des bassins de rétention plus grands, faire des tranchées de drainage et d'évacuation de l'eau plus grandes, pour donner un exemple. Et enfin, la troisième manière dont c'est pris en compte dans nos politiques d'investissement, c'est que, bien sûr, nous sommes les premiers intéressés dans la préservation de nos infrastructures pour qu'elles gardent leur valeur dans le temps. Mais si nous ne le faisions pas, nous aurions les banques pour nous le rappeler. Donc vraiment, on assiste dernièrement à une prise de conscience de nos prêteurs de plus en plus marquée. Par exemple, sur justement l'ISEA, la ligne Tours-Bordeaux, en fait, nos prêteurs institutionnels sont soumis à des directives européennes, la SFDR, qui est une directive qui les pousse à des reportings beaucoup plus importants sur le climat et l'adaptation. Donc, ils doivent nous poser des questions et ils nous ont demandé, et on n'avait aucun problème pour le faire, de faire une étude de vulnérabilité sur l'ISEA. Ça, c'est un exemple. J'ai un autre exemple. On a financé récemment des bonnes de recharge en Allemagne. Et on a levé un financement vert. Or, pour financer un financement vert, on peut le faire à travers, il faut s'appuyer sur une grille de lecture. La grille sur laquelle on s'appuie, c'est la taxonomie européenne. La taxonomie européenne exige que, pour être qualifié d'activité alignée et compatible avec la taxonomie, il faut que on montre des DNSH, donc des Do No Significant Harm. Ça veut dire qu'il faut qu'on montre qu'on ne fait aucun dommage significatif à l'infrastructure. Et la première grille d'analyse de ces DNSH, c'est l'adaptation au changement climatique. Donc on doit pouvoir dire et expliquer comment on a adapté notre infrastructure, par exemple que nos bornes résistent à des températures extrêmes. Voilà. Et je compléterai un dernier point aussi très important pour nous. On opère dans de nombreuses géographies, donc souvent on a des banques de développement, les DFI. Les DFI sont aussi très regardantes sur ces sujets. On a les principes Équateur qui sont des normes internationales qui intègrent récemment aussi un volet adaptation. C'est effectivement une étape importante. Monsieur Hugues, de votre côté, est-ce que cette prise en compte en termes d'investissement est devenue une réalité ? Et de quelle manière est-ce que cette prise en compte effective se manifeste dans votre activité d'investissement ? Je dirais que maintenant, dans la majorité de nos plans d'investissement, on traite des sujets d'atténuation et d'adaptation. D'accord. Sur les sujets d'adaptation, pour l'instant, on a plutôt eu une approche sur des zones qui ont été touchées par des événements par le passé. Mais j'en parlerai tout à l'heure, on a commencé à lever un diagnostic à peu près complet de la question sur l'ensemble du réseau. Mais on est dans une dimension tout à fait différente.
c'est une nécessité pour nous de comprendre quels sont les points vulnérables du réseau sur lesquels il faut agir pour ne pas de façon récurrente se trouver en situation d'interruption des services ou en situation de dommage durable sur l'infrastructure. Alors, j'ai amené quelques exemples. Si je peux avoir mes slides. Ça, c'est moi. OK, merci. Alors, hop. Voilà. Alors, en gros, quand on approche la question de l'investissement, on a trois grandes familles. On a la famille conception sur les nouvelles infrastructures et on a deux familles dans la famille adaptation de l'infrastructure existante. La première famille, c'est je résiste à l'événement et la deuxième famille, c'est je renforce l'infrastructure pour que la remise en service soit plus rapide. Donc ici, on a un petit exemple, alors qui n'est pas forcément très lisible, mais si vous regardez les deux encadrés qui sont à gauche, on a un travail de conception qu'on est en train de faire sur un ouvrage autour de Montpellier. Et on a une vallée qui est inondable. Et dans la conception initiale, il y avait 15 ouvrages hydrauliques qui étaient prévus. Et ces 15 ouvrages hydrauliques qui répondaient en fait à la question comment je dois dimensionner les écoulements en cas d'inondation dans la zone, comment je permets au flux d'eau de passer d'un côté à l'autre de l'infrastructure. Et en fait, en discutant avec les autorités locales, parce qu'on n'a pas de nouveau référentiel technique aujourd'hui, donc c'est vraiment de l'échange avec les autorités locales qui permet de trouver une solution qui assure plus de transparence. Et on a transformé en fait 15 grosses buses hydrauliques en un grand viaduc qui assure une transparence qui va permettre à des événements de récurrence supérieure en fait, de pouvoir se passer sans interruption du service et sans dommage à l'infrastructure. Mais ça, pour l'instant, on n'a pas de guide technique pour nous le donner. C'est grâce à l'échange avec la DDT, avec l'Adréal, localement, qu'on peut arriver à trouver ces solutions. L'exemple qui est en dessous, c'est un exemple d'aménagement qui a été fait sur une infrastructure pour la remettre plus vite en service. Alors, en 2018, il y a eu une grosse crue de la Seine et une des caractéristiques du tunnel A86, le tunnel A86, c'est 10 km de tunnel qui ferme le second périphérique parisien dans le sud-ouest de Paris. Ce tunnel, quand la Seine déborde, il est susceptible d'être inondé. Et en fait, si on veut résister à cette inondation, c'est extrêmement compliqué. Ce seraient des travaux colossaux et en fait assez peu faisables. Par contre, si le tunnel est inondé, on va se retrouver avec des équipements techniques, des équipements électriques, des équipements de contrôle-commande qui sont dans l'eau et qui de ce fait sont dégradés et potentiellement peuvent prendre plusieurs mois pour une remise en service entre les commandes et le remontage dans l'infrastructure. Donc l'idée, ça a été de construire en fait un système de sous-marins, alors qu'on n'est pas du tout dans l'eau, hein, on est sur Terre, mais on est dans des étages qui sont en niveau inférieur. Et on a des sas de sous-marins, on est capable de débrancher tous nos câbles, de fermer les sas de sous-marins, tout mettre étanche et de protéger les ressources essentielles. Et donc quand le tunnel est inondé, on est capable de remettre en service beaucoup plus rapidement après, avec beaucoup moins de dommages sur l'infrastructure. Et alors après, quand on veut aménager une infrastructure, on peut faire des travaux aussi significatifs. Je vous montrais tout à l'heure l'exemple de l'inondation qu'on a eue au nord d'Orléans sur l'autoroute A10 en 2016. Consécutivement à cet événement et en accord avec notre concédant, comme tu le disais tout à l'heure, nous avons réalisé un ouvrage qui permet à des quantités extrêmement importantes, c'est un ouvrage qui fait une dizaine de mètres de large, de transiter sous l'autoroute de façon à éviter un débordement jusqu'à un certain point, parce qu'on ne peut pas se protéger de tout, bien sûr. Cet ouvrage, et je pense qu'on en reparlera après, mais il a une vocation bien sûr technique pour répondre à l'événement, mieux protéger l'infrastructure, assurer la continuité de service, mais il a dû faire l'objet d'une concertation locale extrêmement importante pour arriver à trouver une solution qui permette de préserver l'autoroute sans impacter sur les secteurs environnants. Et sur les sujets, on va dire, hydrologiques, de façon générale, il faut toujours se poser la question de où va l'eau si elle ne va pas là où elle allait avant. Ça fait une excellente transition à laquelle vous pouvez d'ailleurs répondre dès maintenant, et je la pose à chacun d'entre vous. À plusieurs reprises est apparu, mais par la nature même de vos métiers, le partenariat entre le public et le privé.
entre les initiatives, vous avez même parlé de guides finalement qui sont créés ex nihilo d'adaptation, en plus des législations, réglementations existantes. Comment est-ce que vous pourriez caractériser, si c'est nécessaire, ce partenariat avec les pouvoirs publics, voire d'autres filières privées, dans le cadre de ces actions d'adaptation au changement climatique? Ce que je dirais, c'est que pour éviter la maladaptation, pour trouver des bonnes solutions d'adaptation, il faut qu'on ait de fortes guidelines nationales pour donner des caps, des objectifs, et une déclinaison qui soit 100% locale. La majorité des opérations d'adaptation que nous réalisons, elles répondent à des dommages sur une infrastructure qui ont des impacts indirects sur l'ensemble d'un secteur. C'est-à-dire que quand on regarde les effets d'un événement météo, ce n'est pas sur une infrastructure donnée, c'est sur toute une zone, ne serait-ce que par l'impact de l'indisponibilité de l'infrastructure elle-même. Et je reprends l'exemple des inondations, des crues ou des écoulements en cas de très forte pluie. En général, on est obligé de raisonner à l'échelle d'un bassin versant. On ne peut pas raisonner juste à l'échelle d'une infrastructure. Et si vous voulez protéger une infrastructure, ce que je disais juste avant, vous allez prendre des mesures qui vont modifier le trajet de l'eau. Et alors, je vais donner un exemple simple. Si vous avez une infrastructure qui est en remblai, et cette infrastructure, auparavant, elle était submergée quand il y avait un événement très important, que vous mettez une protection en place, ça veut dire que vous allez favoriser une protection et un écoulement par le dessous, comme je montrais tout à l'heure. Ça veut dire que vous allez potentiellement favoriser le fait que l'eau qui se stockait plutôt en amont de l'infrastructure va se stocker en aval. Et si vous avez un village qui est en aval et un village qui est en amont, ils ne vont pas être d'accord. Et donc ça veut dire que pour mettre en place des bonnes solutions, il faut beaucoup de techniques, beaucoup de concertation et parfois aussi un peu d'arbitrage, et c'est là qu'on a besoin de l'État local. C'est clair. Et vous, de votre côté, est-ce que vous avez des exemples en termes de synergie ou de partenariat particulier qui favoriseraient l'adaptation? Alors, nous, c'est plutôt quelque chose qu'on appelle de nos voeux. On a, comme je disais précédemment, on a un cadre contractuel historique de la concession où les aléas sont gérés par des forces majeures. Et je pense que ce qu'on appelle de nos voeux, c'est que l'adaptation soit prise en compte plus spécifiquement, à la fois dans les appels d'offres de nos nouveaux projets ou dans l'évolution de nos contrats existants. Et c'est très important pour nous que ce partenariat soit favorisé et que les autorités s'emparent du sujet. Parce que si elles ne le font pas et que nous le faisons, nous avons des problèmes de compétitivité. Je vais te donner un exemple assez simple. Dans un pays, les États-Unis, on avait un appel d'offres sur une infrastructure de grande ampleur dans une zone exposée aux aléas climatiques. Et le concédant n'avait rien, très peu mis dans le cahier des charges sur l'adaptation de l'infrastructure. S'il ne met rien, et que par ailleurs, ce que nous savons, la concurrence ne s'intéressait pas au sujet et ne le prenait pas en compte, et que nous sommes les mieux-disants, que nous mettons ça dans nos plans d'investissement, ce sont des coûts qui protègent l'infrastructure et préservent sa valeur, mais ils n'ont pas de rendement intrinsèque. Donc si ce n'est pas pris en compte dans les contrats de concession et que tous les compétiteurs sont sur un pied d'égalité dans le traitement de l'adaptation, on pourrait perdre en compétitivité. Donc nous, on appelle de nos voeux à ce que ce soit mieux pris en compte par les autorités dans les contrats. C'est très clair. Ça pourrait être presque un risque de concurrence déloyale, finalement. Oui, absolument. Oui. Donc c'est un équilibre à trouver. Ou monsieur, de votre côté, en matière d'exemple de partenariat Non, alors moi, en fait, je souscris à 100% à ce qui a été dit par Christophe Hugues. Hein, c'est exactement le même diagnostic que je fais. Alors, il y a plusieurs, je le dis ça avec mes mots, il y a plusieurs aspects. Il peut y avoir parfois des complémentarités, d'abord, entre les axes. Hein. Il y en a un qui peut servir d'axe de dernier recours quand il y a un autre qui subit une difficulté. Par exemple, dans la vallée de la Roya, c'est un exemple où c'est le chemin de fer qui a été le mode de transport de dernier recours. Mais inversement,
effectivement, nous, on est très dépendant des autres réseaux. Alors, on est dépendant du réseau d'électricité, de télécom, mais aussi du réseau routier. Si une route est inondée, nos collaborateurs ne peuvent pas rejoindre leur poste. Et donc, le chemin de fer en pâtit. C'est aussi basique que ça. Vous pouvez préciser pour la vallée de la Roya, parce que peut-être que tout le monde n'a pas en tête. Oui, quand il y a eu un grand éboulement dans la vallée de la Roya, et bien l'axe routier a été rendu indisponible, et c'est le chemin de fer qui, après une remise en état rapide, a permis de desservir le fond de vallée. Donc je pense qu'il y a une complémentarité entre les réseaux. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que si chacun cherche à s'adapter aux bornes de son propre périmètre, bien, il ne tient pas compte des effets indirects de ses choix. Moi, en tant qu'économiste, je parlais d'externalité, mais c'est la même chose. Et effectivement, souvent, les solutions les moins coûteuses sont celles qui sont dessinées en partenariat. Et quand je parle de partenariat, je pense aux autres axes, mais je pense aussi au monde agricole. C'est important de savoir ce qu'il y a aux abords des voies. Je pense aux forêts, je pense puis aussi aux sols artificialisés qui effectivement vont impacter le ruissellement. Peut-être que je peux juste ajouter, c'est qu'un point qui me paraît important, c'est que quand on se projette jusqu'à la fin du siècle, avec par exemple les scénarios qui ont été posés par le ministère de la Transition écologique, dire vers le plus 4 degrés, le problème, c'est effectivement d'abord le problème de l'eau. C'est-à-dire que autant sur le réchauffement moyen, les feux de forêt, on sait à peu près comment il faut gérer ce type de risque. J'ai parlé pour l'essentiel notamment du traitement de la végétation. Mais le gros sujet, c'est l'eau, qui est un problème plus insidieux parce qu'il ne se voit pas ou il se voit moins. Les ouvrages, je dirais les 3/4 du réseau ferré sont en déblai ou en remblai. Et donc il y a énormément d'ouvrages en terre, il y a derrière des systèmes de drainage, des ouvrages hydrauliques, et donc c'est vraiment ça. L'ennemi, c'est l'eau. Vous avez évoqué notamment les aspects forestiers, agricoles et autres. Quel exemple de coopération avec le monde agricole, par exemple ? Là, pour le coup, c'est vraiment de l'action territoriale. C'est-à-dire que on n'a aucun partenariat national, bien sûr, mais en revanche, territoire par territoire, ce qu'on cherche à construire, c'est des partenariats avec les chambres d'agriculture, avec d'autres gestionnaires d'infrastructures. Alors, mais pour donner un exemple, là encore extrêmement basique, si vous avez un champ aux abords d'une voie, le sens dans lequel le sillon est tracé va évidemment jouer sur l'écoulement des eaux. Et donc, si vous avez votre sillon qui est parallèle à la voie, c'est mieux que si le sillon descend vers la voie, par exemple. C'est très concret. Merci beaucoup. On a vu le positionnement extrêmement actif et anticipateur de vos équipes, de vos structures face à cet enjeu majeur pour garantir la sûreté, la sécurité et la continuité de service. Est-ce que vous auriez des outils particuliers ou des process particuliers que vous souhaiteriez donner en exemple pour illustrer ce que vous venez de développer ? Oui, absolument. Donc on a déjà une méthodologie générale qui est celle de d'abord éviter, ensuite minimiser et enfin prendre des mesures pour accélérer la récupération. Donc c'est les principaux axes de nos politiques, et pour ce faire on a 2 outils notamment. Donc, le premier qui est la base, c'est avoir une connaissance fine de nos infrastructures. C'est ce qui a été dit précédemment. Et pour avoir cette connaissance fine, on mène des audits sur nos infrastructures. Un exemple, on peut mettre des capteurs sur un pont. On va mesurer la vibration du pont et son exposition au vent fort. Et donc, comme ça, on comprend comment l'infrastructure résiste aux aléas. Et ceci parce que la criticité d'un aléa va dépendre de l'infrastructure sur laquelle l'aléa est produit. Ensuite, un deuxième outil qu'on a mis en place, qu'on a co-développé avec Résilience, qui est un cabinet de conseil sur la résilience, et qui a été co-développé avec le groupe Vinci et les autres métiers chaque métier du groupe, et sur lequel Vinci Concessions a beaucoup contribué parce que c'est un outil qui nous est très utile.
C'est un outil, c'est un logiciel qui nous permet de rentrer les coordonnées géographiques d'une infrastructure, de dire quelle est cette infrastructure, et ça va nous donner une liste d'aléas donc exhaustive avec un scoring de 1 à 9 sur l'impact de l'aléa sur l'infrastructure à plusieurs horizons de temps. Alors, je vais vous montrer si je peux mettre mes diapositives. Donc à plusieurs horizons de temps, on a 3 scénarios, 2030, 2050 et 2070, sur le scénario RCP 8.5 des rapports du GIEC, c'est-à-dire le plus pessimiste qu'il y ait. Et donc ça va nous permettre de faire un screening en fait, au début de chaque nouvel investissement pour savoir où porter notre attention, sur quel risque, et ensuite faire des études plus poussées pour gérer ce risque. Ce logiciel, il nous permet aussi, ce que je vous disais, donc on a la criticité selon l'actif, donc ça nous donne une sorte d'évaluation adaptée à l'actif. Et il va un petit peu plus loin, cet outil. Il y a aussi une bibliothèque de mesures d'adaptation incluses dans l'outil. Et on peut les sélectionner, et puis ça nous donne un nouveau scoring de la criticité de l'aléa si on adopte telle ou telle mesure. C'est ce que vous pouvez voir ici. On a des solutions d'adaptation. Et donc ça, c'est vraiment un outil de base sur lequel on capitalise ensuite. Voilà. C'est très clair. Monsieur Hugues, de votre côté, est-ce que vous auriez des outils particuliers que vous voudriez mettre en exergue pour illustrer l'exposé? Oui, en fait, il y a 3-4 ans de ça, on a fait le constat qu'il fallait qu'on établisse un plan complet de transformation du réseau autoroutier au regard du fait que la route aujourd'hui c'est 90% des déplacements, mais c'est aussi 94% des émissions carbone du secteur des transports. Donc il y a besoin de transformer la route et en priorité l'autoroute. 1% du réseau routier, mais 25% de ses émissions. Donc on s'est plongé réellement dans un plan concret de transformation pour voir comment on pourrait, d'ici 10 ans, diminuer de 40% les émissions sur le réseau autoroutier et comment on pourrait aussi renforcer la résilience de ce réseau face au dérèglement climatique. Et donc on a fait une première approche avec la méthode qui s'appelait L3 du CEREMA, qui s'appelle je crois maintenant ASAIT, je ne sais pas si je le dis bien, qui consiste en fait à projeter l'évolution des conditions climatiques sur le réseau autoroutier, à mesurer quels sont les nouveaux risques face aux vulnérabilités identifiées sur l'infrastructure. Et donc ça nous a permis de conclure que sur 4443 km, on allait avoir une prépondérance des risques associés aux crues inondations, ce n'est pas une surprise, mais aussi aux chaleurs et au départ d'incendie. Et que ces risques, qui sont très aujourd'hui marqués sur l'arc méditerranéen, vont remonter vers le nord. Et on a environ 1100 km d'autoroute, donc environ un quart de notre réseau, qui sera soumis à des risques plus forts. Donc fort de ce constat, on s'est dit que cette approche top-down nous permettait d'identifier en fait des zones vulnérables et qu'on pouvait lancer des études un peu plus détaillées pour avoir une vision globale. Et alors on a utilisé un outil qui s'appelle Caledonia, qui est un outil de Six Sense Engineering. J'espère que ça va marcher parce qu'on a mis dans l'eau. Un outil de Six Sense Engineering qui est du groupe Vinci. Et qui permet en fait, via l'intelligence artificielle, de faire des calculs qui prendraient normalement beaucoup de temps sur le comportement hydrologique ou hydraulique d'un secteur donné. Et alors, c'est ce que vous voyez là. Et alors, si je ne fais pas de bêtises, je peux arriver à avoir les deux. J'adore quand l'eau coule. Donc, ici, on a modélisé une 1,3 centenale. Donc, c'est ce qui pourrait ressembler à une centenale très bientôt. Voire dans quelques années peut-être une décennale. Et on voit sur la gauche le réseau autoroutier qui est submergé par un écoulement d'eau issu de la pluie. C'est juste simplement les écoulements du bassin versant. Le bassin versant est modélisé avec une précision de quelques mètres quand on est à distance, mais quelques centimètres quand on est au niveau de l'infrastructure. Et donc ça permet de connaître les vitesses d'écoulement, de voir où sont les risques d'affouillement, où sont les risques de submersion, et de tester ensuite de façon extrêmement dynamique et pratique des solutions opérationnelles
de résilience pour renforcer l'infrastructure et faire qu'elle résiste mieux à ce type d'événement. Et donc on teste ça en fait sur nos zones vulnérables et ça nous permet de coupler cette approche top-down qu'on a eue avec la méthode L3 avec une approche bottom-up et de réunir. Et à partir de ça, on sait qu'en gros, pour traiter le sujet crue inondation, on a besoin d'investir à peu près 1 milliard d'euros sur le réseau autoroutier de Vinci Autoroute. Donc, comme c'est la moitié, on peut par extension doubler pour le réseau autoroutier concédé. Qu'on a besoin, mais quand on regarde sur la question des séismes, on sait qu'on a besoin à peu près du même montant. Et puis, on n'a pas évoqué la question de la protection de la ressource en eau, qui va devenir une question extrêmement critique. Et on sait qu'on a besoin aussi à peu près d'1,5 milliard. Donc, on sait qu'en gros, avec 4,5 milliards, on est en mesure de faire les chantiers qui permettent de projeter l'autoroute dans les conditions de demain. C'est impressionnant. Monsieur Knet, de votre côté, est-ce que vous avez des outils particuliers ou méthodologiques que vous souhaiteriez Oui, alors je pense qu'il y a 2 aspects. Il y a d'abord ce qui relève un peu de l'analyse technique et de la prospective technique. Même, alors j'ai effectivement un slide qui va ressembler. Enfin, le bleu sera moins lumineux que celui que l'on voit actuellement, mais voilà, non, j'ai dû. Voilà, c'est dire effectivement ce qu'on fait, c'est une cartographie assez fine des zones les plus sensibles et on l'étend progressivement. C'est vous prenez là, vous avez ici l'arc languedocien, donc vous regardez les différents événements qui sont susceptibles d'affecter l'infrastructure et puis ensuite on cote les risques par grand domaine, la voie, la caténaire, la signalisation et voilà, et on est capable comme ça d'avoir une vue assez fine du type d'impact contre lequel il faut augmenter la résilience. La conclusion assez générale, hein, quand on parle de ferroviaire, c'est que la chaleur a un impact surtout sur le génie électrique hein, et l'eau sur le génie civil. Voilà, c'est ça globalement, de manière un peu caricaturale, la grande conclusion. Et donc on est en train de faire ce type de cartographie pour plusieurs aspects du territoire français qu'on estime particulièrement vulnérables. Je dirais, ça c'est la prospective technique et j'ai l'impression qu'on est tous en train avec des outils un peu différents, de faire la même chose. Il y a un autre sujet sur lequel nous, on n'a pas encore beaucoup travaillé, mais sur lequel on commence à travailler, c'est aussi un peu la géographie humaine. C'est-à-dire que dans une France à plus 4 degrés à l'horizon 2100, hein, qui est le scénario de référence qui a été mis sur la table par le ministère de la Transition écologique et dans lequel on s'inscrit, c'est bien d'avoir une référence commune. Ben, on peut se dire qu'il y a des habitudes qui vont changer, hein, peut-être des choix de localisation qui vont évoluer, des habitudes touristiques qui vont se modifier. Peut-être que je fais référence à ce que disait avant notre collègue de la Caisse des dépôts. Hein, peut-être qu'il y aura moins de pointes de neige à gérer pour le ferroviaire. Peut-être qu'il y aura des choix de vacances qui seront un peu plus vers le nord. Donc, en fait, ça, c'est comme on est quand même des infrastructures à durée de vie longue, avec beaucoup d'irréversibilité, des projets nouveaux qui mettent du temps à émerger. Ben, je pense qu'une des choses qui est devant nous, c'est d'essayer de bien préparer et d'éviter la situation dans laquelle l'infrastructure court après des évolutions de géographie humaine qui auraient été mal anticipées. Voilà, alors, il faut faire ça avec beaucoup de modestie, hein, parce que comme on est sur quelque chose de totalement nouveau, ben, il faut procéder par scénario et puis essayer en partageant un peu ces scénarios, de se faire une idée raisonnable du champ des possibles. Mais en tout cas, c'est quelque chose dans lequel on commence à se lancer. Merci. Oui, c'est vrai que cet aspect-là est aussi important, l'aspect humain et l'évolution des populations. D'ailleurs, je peux ajouter aussi que je pense que ça concerne aussi tout le monde. Il y a aussi les collaborateurs auxquels il faut penser, parce que bien évidemment, travailler par temps de canicule, évidemment, c'était la question que j'allais poser. Ça change les conditions de travail, et donc il faut. Voilà, on a commencé déjà à le faire, mais ça fait partie aussi des éléments de prospective humaine. Absolument, c'est justement en conclusion, si on peut apporter une conclusion, c'était en vous écoutant. Est-ce qu'il vous semble qu'on est en train de véritablement mettre en place une culture de la résilience, de l'adaptation au changement climatique dans la pratique de nos métiers, que ce soit au niveau interne, mais également par rapport à vos parties prenantes externes? Madame? Oui, on assiste à une montée en puissance de la culture de la résilience, oui.
On a vraiment des niveaux de maturité différents. Alors, surtout nous, parce qu'on, comme je réitère, on est dans de nombreuses géographies, donc on observe des cultures, des niveaux de la culture et des maturités différentes. Mais clairement, un exemple concret chez Vinci Concessions, je vous avais montré précédemment les dégâts du typhon Gébi. Je vais vous aussi montrer ce qu'on a fait, donc ça rejoint un petit peu les solutions. Mais aussi, pourquoi je le partage, c'est que ça a fait l'objet, si je peux remettre mes diapositives, ça a fait l'objet d'un retour d'expérience qui a été largement diffusé dans Vinci Concessions. Donc on a des études de cas. Et donc je vais vous les montrer. Sur ce typhon, voilà, on a mis en place des tétrapodes, des solutions techniques, donc c'est des brise-lames qui empêchent les vagues lorsqu'il y a des surmersions pour éviter. On a mis en place des murs de blocage des eaux, et on a aussi d'ailleurs relocalisé nos stations électriques. Et tout ça, ces solutions techniques qu'on met en avant, on les présente en interne, on fait des groupes de travail pour renforcer cette culture de la résilience. Et on s'appuie aussi beaucoup sur le volontarisme local des équipes de management de nos infrastructures. On a par exemple ANA au Portugal qui a mis en place de nombreuses fiches, des fiches sur des sujets variés, que ce soit formation ou sur l'aspect humain, que ce soit sur la manière de construire pour construire mieux et résister mieux au changement climatique. Et ça, c'est des initiatives locales sur lesquelles nous, on s'appuie, et puis après, on les diffuse dans notre réseau, ce qui fait la force du réseau. Et ça, c'est donc une vraie force, et l'émergence de cette culture dont vous parlez. Très bien. Monsieur, de votre côté, vous partagez cette pas optimisme, enfin cette approche positive et constructive. Oui. Nous, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est un peu la force des choses, le fait qu'on doit s'adapter à l'adaptation. L'adaptation, c'est presque plus naturel que l'atténuation quand on vit des événements comme ça et qu'on est gestionnaire 24/7 d'une infrastructure. Donc nos équipes ont dans leur ADN maintenant intégré cette nécessité de gérer ces événements. Ça fait partie des formations, c'est des choses sur lesquelles on échange, on sait quelles sont les alertes techniques, les points sensibles, les actions à faire. Donc il y a bien sûr, il faut aborder ça avec beaucoup d'humilité, encore du travail, mais c'est vraiment quelque chose qui est maintenant connu et ancré dans l'ADN de l'ensemble de nos équipes d'exploitation. Après, du côté de nos interlocuteurs, c'est aussi quelque chose qu'on voit se développer. Je crois que les collectivités locales sont vraiment de plus en plus mobilisées sur ce sujet. Ils savent que ce soit au niveau de nos infrastructures, que ce soit au niveau de leurs infrastructures, il y a un vrai sujet d'attractivité et de fiabilité du service qui est déterminant. Et je crois que, pour nous, ce qui est essentiel, et je rebondis un petit peu sur ce qu'on évoquait auparavant, c'est que même si on a besoin de guidelines nationales, il y a un moment, il faut avoir une vision sur ce qui passe localement. On trouvera difficilement, via juste un opérateur d'infrastructure, la rentabilité à une opération de résilience. Mais par contre, quand on regarde de façon zonale, à l'échelle d'un bassin versant, à l'échelle d'un secteur, là, on peut trouver une rentabilité socio-économique pour réaliser des travaux qui vont réellement bénéficier à l'ensemble des utilisateurs et de la population locale. Merci, c'est extrêmement clair. Monsieur, de votre côté? Effectivement, moi je suis d'accord avec cette idée qu'il y a à la fois une prise de conscience de l'ensemble des partenaires, notamment au niveau territorial, et donc une culture de résilience qui s'installe. Nous, le gros enjeu, le grand enjeu des prochaines années, c'est de s'adapter au moindre coût. Le ferroviaire est en permanence en besoin d'investissement et en besoin d'argent pour investir. Et donc, je ne m'attends pas à ce qu'on ait forcément des enveloppes supplémentaires qui nous soient allouées par l'État pour s'adapter. Et donc, ça oblige à s'adapter au moindre coût et donc à vraiment procéder par ordre de mérite. Nous, la solution la plus coûteuse, c'est de rétrofiter de l'équipement existant. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus coûteux. Et donc, on va essayer de mobiliser tous les leviers à notre disposition en amont de cette solution de rétrofit. Et donc, ça veut dire, comme on l'a dit au début de cette table ronde, changer les pratiques d'exploitation, changer les pratiques de maintenance. Ça veut dire, évidemment, pratiquer massivement l'éco-conception. Et quand on construit des lignes nouvelles, et puis, comme je le disais, tirer parti des cycles de rénovation, des cycles de modernisation pour franchir un palier de résilience. Et pour ça, on a quand même deux opportunités. D'abord, c'est qu'on rénove beaucoup plus le réseau qu'auparavant. Donc, chaque cycle de rénovation, il faut en tirer pleinement profit pour s'adapter. Et puis, la modernisation,
du réseau, c'est-à-dire sa digitalisation pratique, elle a une grande vertu, c'est qu'elle permet de réduire le nombre d'équipements au sol. Hein, quand vous prenez le train, vous pouvez regarder, il y a énormément d'infrastructures au sol, hein, et pas seulement des voies. Et donc l'un des intérêts de la digitalisation, de la modernisation, c'est que ça réduit l'empreinte au sol du chemin de fer, et donc ça augmente autant sa résilience aux intempéries. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter. En tout Oui, cas, c'est une... je peux me permettre de rebondir parce que ce dont je vous parlais de la culture de la résilience, c'était beaucoup en interne, donc sur nos équipes. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on a un enjeu pour nous qui n'opérons pas exclusivement en France, ou en France, quand même, je pense qu'on a une bonne prise de conscience de l'enjeu. Comme je le disais, c'est très inégal à l'échelle mondiale. Et donc, nous, on a vraiment comme attente beaucoup plus de sensibilisation sur ces sujets. Donc le festival Building Beyond, c'est très bien, on en a besoin. Et on a aussi, on appelle très fort de nos voeux que nos contrats aient des clauses, des clausiers dédiés à l'adaptation, aussi bien une évolution de nos contrats existants que de nos contrats nouveaux, dans des nouveaux appels d'offres. Donc ça, c'est vraiment des points importants pour nous. Merci beaucoup. Merci de votre contribution. C'était extrêmement intéressant et très illustratif. Merci de votre écoute. Merci.